Alors, bonjour à tous, je m'appelle Anna Zumbansen, je suis orthophoniste, chercheur et professeure à l'Université d'Ottawa. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la stimulation magnétique transcrânienne, qu'on appelle aussi TMS pour faire court. Et donc, je vais vous parler de la TMS pour la récupération du langage après un AVC, et aussi d'une recherche que j'ai menée quand j'étais en postdoctorat à l'hôpital général juif. Pendant cette présentation, je vais vous expliquer d'abord ce qu'est la TMS, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour améliorer la récupération après un AVC. Je vais aussi vous montrer à quelle phase de la recherche on en est en ce moment et quels sont les résultats de l'essai clinique appelé North Star. Et finalement, comme toujours en recherche, on réfléchit à la suite de ce qu'on devrait faire. Alors, nous, les chercheurs, on est là au service de la société pour essayer de répondre aux questions importantes que des personnes comme vous se posent. Alors, j'espère que je serai assez claire dans ma présentation aujourd'hui pour qu'on puisse ensuite discuter ensemble de la recherche avec la TMS en aphasie. Alors, la TMS, c'est quoi? C'est tout simplement une technique sans douleur qui permet de stimuler les neurones du cerveau. Vous en voyez une image ici. Pour cela, on va utiliser une force magnétique. Alors, une force magnétique, c'est une force qui est créée par un aimant, tout simplement. Mais dans la TMS, on utilise un aimant spécial qui s'appelle un électroaimant. Un électroaimant peut s'allumer et s'éteindre, et justement, on va l'allumer et l'éteindre très très rapidement pour créer des impulsions magnétiques, comme ceci. Voilà, on-off, on-off, on a comme ça des impulsions magnétiques, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Quand on réalise des impulsions magnétiques à côté d'un circuit électrique, comme j'en ai représenté un ici, eh bien, ça crée de l'électricité dans ce circuit électrique. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'induction électromagnétique. Alors, regardez, j'applique des impulsions et tout à coup, de l'électricité circule dans ce circuit. Et justement, les neurones qui constituent notre cerveau sont un peu comme un circuit électrique. Alors, quand on applique des impulsions magnétiques à la surface de la tête, on peut influencer les neurones de notre cerveau. Et c'est exactement ça, la TMS, la stimulation magnétique transcrânienne. On a remarqué aussi que si on applique des impulsions de fréquence rapide, alors on peut exciter les neurones. On dit alors que c'est une stimulation excitatrice, comme pour réveiller les neurones. Et si la fréquence des impulsions, au contraire, est plus lente, eh bien, au contraire, on peut inhiber les neurones. On dit alors que c'est une stimulation inhibitrice, un peu comme si on les endormait. Alors maintenant, on sait qu'on peut exciter ou bien inhiber des zones du cerveau avec la TMS. Mais alors, comment pourrait-on s'en servir pour améliorer la récupération du langage après un AVC? Bien, pour ça, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne après un AVC. Ici, je vous montre un schéma d'une tête et d'un cerveau qui est vu de dessus. Alors, vous voyez ici les oreilles et le nez, puis là, il y aurait les yeux. Donc, on le voit vraiment de dessus, puis ça, c'est à gauche, ça, c'est à droite. Et ici, on voit les deux hémisphères du cerveau, donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Vous savez qu'un AVC, ça cause une blessure, c'est-à-dire une lésion dans une partie du cerveau.
Et ces neurones qui sont dans cette lésion sont alors brisés. Et quand on a une aphasie après un AVC, c'est parce que la zone du cerveau qui a été touchée servait au langage. Et souvent, c'est dans l'hémisphère gauche du cerveau, par ici. Alors, on va mettre une lésion ici. Et donc, avec ce schéma, je vais vous illustrer ce que les chercheurs ont observé comme activité dans le cerveau après un AVC qui cause une aphasie. Voici ce que les chercheurs ont observé. Ils ont observé deux façons de compenser pour les neurones brisés. D'abord, le cerveau peut essayer ici, je l'ai mis en vert, d'utiliser des neurones qui sont encore en santé, mais qui sont autour de la lésion. Et donc, le cerveau va essayer d'apprendre à ces neurones qui sont autour de la lésion de faire le travail des neurones brisés. Mais on a aussi, vous voyez, dans l'autre hémisphère, l'hémisphère droit, on a aussi observé que les neurones qui sont symétriques à la lésion, dans l'hémisphère droit donc, pourraient aussi aider à faire le travail des neurones brisés ici. Donc, vous voyez que le cerveau a deux façons de compenser, soit avec les neurones encore corrects à gauche, soit avec les neurones à droite. Alors, quand la lésion est très grande, ici elle est assez petite, mais quand la lésion est très grande, le cerveau n'a pas vraiment le choix, il n'y a que les neurones à droite pour compenser. Mais par contre, quand la lésion est plus petite, comme ici, le cerveau a en quelque sorte le choix. Et on a remarqué que la récupération du langage est meilleure avec les neurones du cerveau gauche plutôt qu'avec les neurones du cerveau droit. Alors ici, je vais mettre 3 étoiles à gauche et seulement une étoile à droite. Et si je reviens à la TMS, en fait, c'est pour cette raison que dans les études avec la TMS, on a le plus souvent essayé d'aider le cerveau pour aller dans ce sens ici, pour aider le cerveau à faire travailler davantage les neurones corrects à gauche, surtout pendant le travail du langage en orthophonie. Et la plupart des recherches ont été faites avec la stimulation inhibitrice à droite. Donc, dans ce cas, on veut endormir un petit peu les neurones à droite pour que les neurones à gauche soient obligés de travailler plus fort pendant la thérapie de langage en orthophonie. D'accord ? Ça, c'est le principe très important à comprendre parce que la plupart des études ont fait ça. Alors maintenant, les personnes qui ont une aphasie vont peut-être se demander pourquoi je n'ai pas reçu de la TMS pendant mes séances d'orthophonie. La réponse est très simple. La TMS en est encore au stade de la recherche et le chemin est long avant qu'on puisse l'utiliser en clinique. En fait, il faut suivre les mêmes phases que pour la recherche sur un médicament. Alors, je vais vous les montrer, ces phases. Donc ici, ce sont les phases de la recherche clinique, comme je vous disais, qu'on utilise le plus souvent pour faire des tests sur un médicament, mais qui s'appliquent aussi à la TMS. Alors, ça commence à la phase 0, vous voyez, où on fait un essai avec une première personne. Et puis ensuite, on augmente le nombre de personnes dans les études jusqu'à la dernière phase, la phase 3, où on teste le médicament ou la technique, là, la TMS, avec des centaines, voire des milliers de personnes. Évidemment, avant de faire une étude avec des centaines et des milliers de personnes, vous avez compris qu'il faut d'abord commencer avec peu de personnes et vérifier toutes sortes de choses. Alors en ce moment, la TMS, elle en est à la phase 2, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée avec un bon nombre de participants.
mais il reste encore la phase 3 à faire. Et en fait, cette étude de phase 2, elle a été faite grâce à certains d'entre vous. C'était l'étude qui était appelée North Star, et c'est celle que j'ai menée ces dernières années et qui a été financée par le gouvernement du Canada. Alors, ça m'intéresse particulièrement de vous la présenter, cette étude, puisque vous étiez pas mal concernés. L'essai clinique North Star s'est fait sous la supervision de Dr Thill à l'hôpital général juif à Montréal et aussi en collaboration, vous le voyez, avec plusieurs autres chercheurs de plusieurs universités au Canada et dans le monde. Alors, il y a eu des personnes aphasiques de plusieurs pays qui ont participé à ce projet. En tout, il y a eu 67 participants qui avaient une aphasie à cause d'un AVC. 39 étaient dans une phase subaiguë après l'AVC, c'est-à-dire qu'elles étaient dans les 45 jours après l'AVC, et 28 personnes étaient dans le stade chronique, c'est-à-dire qu'elles étaient plus de 6 mois après leur AVC. Alors, dans cette étude, tout le monde a reçu 10 séances d'orthophonie pendant 2 semaines. Et en plus, les participants ont reçu de la TMS. Mais une partie seulement a reçu de la vraie TMS. C'est 34 participants qui ont reçu de la vraie TMS. Alors que les autres ont reçu de la fausse RTMS ou de la TMS qu'on va dire placebo. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir comparer les progrès entre les deux groupes. Alors, on compare la vraie TMS versus la TMS placebo, et c'est ce qu'on appelle donc une étude contrôlée. Le choix des participants qui allaient recevoir la vraie TMS ou la TMS placebo s'est fait par tirage au sort. Tirage au sort est très important dans ce genre d'étude, c'est ce qu'on appelle une étude randomisée. Et puis finalement, une dernière règle qui doit être respectée pour ces essais cliniques, c'est un secret qui doit être gardé pour le plus de monde possible sur qui reçoit le vrai traitement et qui reçoit le traitement placebo. Alors, dans cette étude North Star, il y avait un secret sur qui recevait la vraie TMS ou le placebo, sauf évidemment la responsable TMS qui appliquait la TMS puisqu'elle devait savoir si elle appliquait de la vraie ou de la fausse, du placebo. Donc, les participants eux-mêmes ne savaient pas s'ils recevaient de la vraie TMS ou de la TMS placebo, et ça, c'est très important parce qu'on sait que ça peut influencer les résultats. Donc, dans ce cas, on était vraiment tranquille avec le fait que ça ne pouvait pas influencer les mesures et les résultats. Et ça s'appelle une étude en aveugle. Très important aussi dans les essais cliniques, autant pour les médicaments que pour la TMS, une étude en aveugle. Évidemment, le secret a été levé lorsqu'il a fallu analyser les résultats, je vous rassure, sinon on n'aurait pas pu le faire. Mais jusqu'à l'analyse des résultats, personne ne savait, sauf la responsable TMS. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé avec notre protocole de TMS inhibitrice? On a fait bien sûr des mesures de langage avant et après l'intervention, comme dans cet exemple ici, pour tester le manque du mot. Donc ici, on vous demande de dénommer ce qu'il y a sur les images. Donc dans nos résultats, d'abord, important, tous les participants se sont améliorés, ça ne nous a pas trop étonnés, puisqu'on sait que 10 séances d'orthophonie intensive comme ça, c'est efficace, et on se rappelle que tous les participants ont reçu de l'orthophonie. Ensuite, quand on a comparé les résultats entre les participants avec vrai TMS et les participants avec TMS placebo, eh bien, chez les participants au stade subaigu,
c'est-à-dire dans les 45 jours après l'AVC, notre protocole de TMS a permis de doubler l'amélioration du manque du mot comparé à l'orthophonie seule. Alors ça, c'est très intéressant, car le manque du mot, c'est un problème commun à tous les types d'aphasie. Donc, la TMS a doublé les gains là-dessus. En ce qui concerne les personnes qui étaient plusieurs mois ou années après l'AVC, donc on dit au stade chronique, on a aussi trouvé une amélioration du langage avec l'orthophonie. Mais par contre, notre protocole de TMS n'a rien apporté de plus. D'autres résultats qu'on a obtenus, c'est qu'on a aussi constaté que cet effet supplémentaire de la TMS n'apparaît pas tout de suite après le traitement, mais plutôt un mois plus tard, comme s'il fallait du temps au cerveau pour révéler les effets de la TMS. Voilà, l'effet supplémentaire de la TMS apparaît un mois après le traitement. Plus dans le détail aussi, nos analyses ont montré que notre protocole était surtout efficace pour les personnes qui avaient des AVC dans certaines zones du cerveau gauche. Et finalement, on a pu confirmer, très important quand même, que notre protocole de TMS est sécuritaire. Donc, par exemple, il y avait autant de plaintes de mal de tête après la TMS placebo qu'après la vraie TMS. Donc, on a documenté tout ça. Alors, en conclusion de cette recherche, on peut dire que notre protocole de TMS inhibitrice est efficace pour améliorer les effets de l'orthophonie au stade subaigu dans les 45 jours après un AVC. L'effet apparaît après un mois et dépend de l'emplacement de la lésion dans le cerveau. Pour la suite des recherches sur la TMS et l'aphasie, il faudrait premièrement confirmer l'efficacité de ce protocole dans une étude de phase 3. Vous l'avez compris, cette phase ici, la dernière phase. Mais aussi, il faudrait mesurer les effets à plus d'un mois après le traitement pour vérifier si les effets se maintiennent ou peut-être qu'ils augmentent encore, ces effets-là. Donc, on en serait très content, mais il faut le documenter. Il ne faut pas oublier non plus de tester d'autres protocoles de TMS qui seraient mieux adaptés selon l'emplacement de la lésion, par exemple. Et aussi, il faudrait tester d'autres protocoles de TMS pour les personnes qui sont au stade chronique post-AVC. Finalement, ici, on n'a parlé que des aphasies causées par des AVC, mais il faudrait aussi examiner si la TMS peut aider dans les aphasies primaires progressives, par exemple, ou d'autres causes d'aphasie. Alors, je vous remercie de votre attention. J'aimerais particulièrement remercier les participants à la recherche, vous, et les organismes subventionnaires, sans qui la recherche en aphasie ne pourrait pas avancer. Alors, je vous dis au plaisir de discuter avec vous très bientôt.